À toutes et à tous, immense plaisir de vous retrouver pour la première édition de l'événement Objectif Green. Soyez les bienvenus pour vous qui êtes ici en direct du stade de Coubertin. On est ravis d'être ici en direct de Paris. Je salue celles et ceux qui nous suivent en live stream sur le site objectif-green.fr. Objectif Green, le salon, c'est aussi bien sûr un média qui partage les bonnes pratiques, un métier qui recense également, vous allez le voir, les partenaires, les prestataires de l'événementiel éco-responsable, puisque cet événement, c'est un événement à destination des organisateurs de l'événementiel responsable. Plus d'une quarantaine de métiers sont parmi nous, 50, 60 même exposants sont ici du côté du stade de Pierre de Coubertin. On va durant ces 2 jours, vous allez le voir, échanger sur bien sûr l'éco-responsabilité, sur les bonnes pratiques, et puis sur tout un tas d'innovations que l'on va présenter aujourd'hui. Stade de Pierre de Coubertin, salle exceptionnel, 1937 à l'occasion de l'exposition universelle, et qui ne reçoit jamais, mais jamais d'événements corporate, des événements où on réfléchit. On a plutôt l'habitude ici de jouer au handball, et on va tout au long de ces 2 jours échanger. Et d'ailleurs, en parlant d'échange, je commence avec vous deux, messieurs, soyez les bienvenus. On va parler d'impact du numérique avec vous, Romuald Ribot, et vous, Mathieu Cottard. Merci d'être parmi nous. Bonjour à tous les deux. Merci de l'invitation. Bonjour, merci. Écoutez, on va avec vous deux et peut-être bientôt vous trois, avec Adrien Galerno pour DK Solutions, parler de l'impact du numérique. Oui, le numérique est d'une utilité publique pour l'événementiel. Encore faut-il être conscient de son impact, et c'est tout l'objet de notre discussion. C'est un formidable moyen, bien sûr, le numérique, pour aussi agir et réduire son impact environnemental. Le numérique, il n'est pas palpable et il pollue. Il représente 4% des émissions de gaz à effet de serre. Il est en constante augmentation. Il est gourmand en énergie, plus 9% par an. On y reviendra avec vous, Romuald. Un chiffre qui pourrait être multiplié par 10 d'ici 2025 si on ne change rien. Un chiffre qui devrait être multiplié par 2 plutôt que 10 d'ici 2025. Et c'est déjà beaucoup trop. Alors des chiffres que l'on va mettre en perspective quand même avec d'autres secteurs. On parlait de 4% de gaz à émissions de gaz à effet de serre dans le monde. On va le mettre avec d'autres secteurs. Ces chiffres-là, selon DataLab du ministère de la Transition écologique, la production d'électricité est le premier secteur de rejet de CO2 dans le monde. Suivent le transport avec 24%, l'industrie et la construction avec 19%, le secteur de l'énergie hors électricité 6%, le résidentiel 6% et les autres secteurs du tertiaire 4%. Comment concilier performance économique, développement durable et organisation d'événements propres? C'est toute la question que nous allons vous poser avec vous, bien sûr, concernant le numérique. Romuald pour Green IT, l'Alliance Green IT, on la présentera dans quelques instants. Mathieu Cottard pour Green OCO et Adrien Galerno qui devrait dans quelques minutes nous rejoindre. Alors pour commencer, je vous propose à tous les deux de pitcher les structures que vous représentez. On commence avec vous. Romuald, vous êtes vice-président de l'Alliance Green IT. C'est une association créée en 2011. Vous êtes directeur marketing également d'Écologique, éco-organisme agréé pour la gestion des déchets électriques et électroniques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur à la fois l'Alliance, mais également sur votre société? Encore une fois, merci pour l'invitation. Oui. Je suis ravi, c'est la raison d'être de l'association, l'Alliance Green IT, de sensibiliser largement, de partager toutes les bonnes pratiques qui peuvent exister. Donc je suis vraiment ravi d'être là. Comme vous venez de le dire, l'Alliance Green IT existe depuis 2011, donc c'est un sujet qu'on suit depuis très longtemps. Notre premier livrable, c'était le Cloud est-il green il y a une dizaine d'années, donc pour dire qu'on est impliqué depuis de nombreuses années. L'Alliance Green IT fédère une centaine de membres qui représentent tous les métiers de la chaîne du numérique, la fabrication, la distribution, les grands utilisateurs, mais aussi tous les métiers de la RSE autour de l'analyse des cycles de vie, l'émission de carbone, etc. Donc voilà, l'idée c'est que la problématique du numérique, c'est une problématique souvent transversale qui fait appel à de nombreux acteurs entre le terminal, le réseau, le data center, tout ça c'est beaucoup de métiers différents et nul ne peut vraiment prétendre tout connaître, tout maîtriser à l'instant T. Et donc la grande force de l'Alliance Green IT, c'est d'être capable de rassembler toutes ces compétences, tous ces métiers, tous ces angles de vue différents, et on va aborder des sujets et publier un livrable qu'on partagera le plus largement à chaque fois. Donc ces livrables, ce sont des études que vous remettez auprès de l'écosystème et auprès de Exactement, alors c'est disponible concrètement sur le site de l'AGIT, alliancegreenit.org. C'est des livres blancs, c'est des infographies, c'est des réflexions. Donc je vous disais, le premier, c'était le Cloud est-il green en 2011. Notre dernier, c'est le data center de demain. Quelles sont les techniques qui sont utilisées au niveau des data centers pour réduire les facteurs d'impact. On a aussi un outil qui s'appelle le baromètre,
qu'on fait tous les 2-3 ans et qui mesure la maturité des entreprises en France sur leur niveau de conscience et de prise en charge d'une démarche de numérique responsable. Et donc voilà, c'est autour de tous ces outils qu'on vit et qu'on fait vivre cette belle association. Vous serez Romuald, le monsieur chiffre de cette table ronde, entre autres. Je vais essayer. Bien sûr, on poursuit avec vous, Mathieu Cottard. Vous êtes fondateur de Green Oco, solution qui justement calcule l'empreinte carbone des sites web. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bien sûr, merci déjà pour l'invitation. Donc Green Oco, comment c'est né ? Nous, j'ai monté une agence web il y a de ça une dizaine d'années, donc on faisait des sites web pour différents clients. Et puis il y a de ça 2-3 ans, on se posait la question de l'impact de ce que l'on fait au quotidien. C'est un peu la quête de sens. Et puis on se rend compte qu'au final, ce que l'on développe au quotidien, il y a des façons de faire qui permettent de plus ou moins polluer, de plus ou moins consommer d'énergie au niveau des data centers notamment. Donc là, on cherche un outil qui nous permet de calculer ça directement, de façon automatisée sur l'ensemble d'un site web, et aussi de trouver des optimisations qui vont permettre de réduire de façon automatique cette pollution sans forcément changer le contenu du site, sans changer son web design. Je prends une image un peu à l'image d'une habitation. Quand on a des pertes de chaleur, on ne rase pas le bâtiment pour le refaire, on change les fenêtres, on isole le toit. C'est un peu la même chose sur un site web. Plutôt que de refaire une refonte, ça coûte énormément d'argent, beaucoup d'énergie, on va déjà aller optimiser ce qui est optimisable. Donc voilà, notre outil va permettre ça, il va permettre de calculer une empreinte carbone côté data center du site web, donc l'énergie qui est consommée au niveau du data center, savoir si le data center est en France, les ressources qui sont chargées en France ou à l'étranger, ça ne va pas être la même électricité par exemple, pas carbonée de la même façon. Et puis les ressources qui sont chargées, et puis derrière ça, avec de la web performance, trouver les optimisations pour réduire cette empreinte carbone, sans changer le web design, ni les fonctionnalités, mais tout en optimisant quand même le site, ce qui fait qu'en plus de moins polluer, il va être plus rapide à charger, il va être mieux référencé, il va y avoir une meilleure expérience utilisateur, et sur du e-commerce par exemple, ça permet d'avoir aussi des meilleurs taux de transformation. Donc un avantage environnemental et un avantage côté business aussi pour les entreprises et les organisations. Optimiser ce qui est optimisable, ça me fait penser qu'ici, pour ces 2 jours, on est là pour passer à l'action, et justement, on va aussi vous proposer des pistes, on va vous proposer des alternatives tout au long de ces tables rondes. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, on a pitché vos sociétés maintenant. Romuald, vous allez un peu nous dire justement pourquoi, qu'est-ce qu'on pollue dans le numérique, pourquoi on pollue autant. On le disait en préambule, le numérique est impalpable, on ne peut pas le saisir. Il est en revanche partout, le numérique, d'après l'Organisation des Nations Unies. 5,3 milliards de personnes utilisent Internet, ont accès aux services du web. C'est énorme. Et vous, Romuald, vous avez coutume de dire, le numérique, ce n'est pas magique. Pourquoi ? Que se passe-t-il finalement sous la partie immergée de l'iceberg ? Alors en effet, le numérique, c'est pas magique, mais je rajoute que c'est quand même un peu la magie. Oui. C'est-à-dire que c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que c'est pas palpable ce qui se passe. C'est comme quand on découvre un tour de magie, on est émerveillé par la dextérité du magicien, mais souvent il y a un tour derrière, il y a quelque chose, il y a un truc. Et le numérique, c'est exactement pareil. C'est pas magique, mais c'est un peu la magie. Pour illustrer ce propos, si on prend l'exemple, je pense que tout le monde ici a déjà commandé un repas en ligne. Un repas en ligne sur Internet, c'est faire 3-4 clics et puis allez, 1 heure après, maximum, on a un sandwich sur son bureau, il est prêt. Donc c'est un petit peu magique. Oui. Si on regarde un petit peu le tour de magie qu'il y a derrière, on va déjà utiliser un équipement, un ordinateur ou un smartphone. On va aller sur un site web, on va consulter un catalogue de sandwichs ou de repas. On va passer une commande qui va arriver vers un serveur. Le serveur va renvoyer cette commande vers un restaurateur. Le restaurateur va valider qu'il accepte cette commande, mais il va attendre un paiement. Donc il y a un banquier qui va envoyer une interface bancaire, qui va renvoyer une information que le paiement a bien eu lieu. Tout ça va être revalidé. Et puis le sandwich ou le repas va être préparé. Il va être livré. Le livreur va, avec son objet connecté, dire j'ai bien livré. Et puis vous allez recevoir un message qui vous dit au cas où le sandwich vous aura échappé, que voilà, il a bien été livré. Donc derrière cette simple action d'acheter un repas en ligne se cachent 12 échanges de données numériques. Et au niveau mondial, sur je ne sais plus combien vous avez dit, 5,3 milliards d'habitants. Il faut imaginer de la population mondiale, voilà, le nombre d'échanges qui transitent chaque heure. Oui. C'est des dizaines des milliards d'emails chaque heure qui sont transités, des requêtes Google. Donc les 12 actions, c'est des serveurs qui répondent à d'autres serveurs. C'est ça, c'est l'échange entre j'ai passé ma commande, tout ce qui se passe derrière pour qu'à la fin, on vous revalide que c'est bon, vous allez être livré et que c'est bon, vous avez été livré. Et c'est cet aspect énergivore en fait que vous mettez ça en relief. Beaucoup plus. Et finalement, l'aspect énergivore, c'est un peu epsilonné.
presque, parce que c'est surtout la dimension des équipements. Oui. C'est-à-dire que pour que l'offre et la demande se rencontrent, il aura fallu, comme je vous disais, utiliser un ordinateur, un smartphone, envoyer ça vers un serveur qui est dans un data center. On va l'envoyer dans un réseau. Donc, si on est avec son téléphone, on passe par du 4G ou du 5G. Donc, on va exploiter des antennes. Et puis, le serveur, lui, il va renvoyer ça au fournisseur, peut-être en câble. Donc, il y a un réseau, il y a des câbles, il y a des centaines de milliers de kilomètres de câbles qui nous permettent d'être tous interconnectés autour de l'Internet. Donc, c'est vraiment cette dimension matérielle. C'est des dizaines de milliards d'équipements sur la planète, des dizaines de millions de serveurs. Et quand je dis dizaines de milliards, dizaines de millions, il y a 1000, fois 1000 entre eux. Donc c'est pour ça que après, voilà, ça permet de relativiser tous les chiffres qu'on donne. Il y a énormément d'équipements, énormément de câbles, énormément d'équipements réseau. Et ben ça, faut le fabriquer, on l'utilise, ça coûte de l'énergie. Et puis après, il y a une fin de vie. Et cette fin de vie, va falloir tant que possible l'optimiser parce que ça peut avoir des impacts qui sont très catastrophiques si c'est mal fait. C'est ça les impacts du numérique. C'est toute cette chaîne matérielle, ce tour de magie qui est bien concret, qui est bien matériel et qui il faut construire, fabriquer et bien se séparer. Et qui a un véritable impact. On est ici pour agir. On va parler des bilans GES, des bilans de gaz à effet de serre avec vous. Mathieu, les entreprises de plus de 500 salariés sont dans l'obligation maintenant de fournir un bilan de gaz à effet de serre depuis 2016 maintenant. Et depuis 2023, on ne peut, chère entreprise de l'événementiel, vous qui êtes parmi nous, on ne peut plus affirmer dans une publicité ou un document commercial qu'un produit ou service est neutre en carbone sans présenter un bilan carbone complet. Ça vient d'entrer en vigueur depuis maintenant quelques jours maintenant. Je vois quelques sourires, c'est ce qui c'est sur le visage de mes intervenants. Alors justement pour que vos clients, alors c'était bien de le dire avant, mais en tout cas on le fait là dès 2023, sur l'éco-conception d'un site web, pour qu'un client justement il puisse montrer, est-ce qu'un site internet qui fait appel à votre société, c'est un site internet qui est neutre en carbone, et qu'est-ce que l'éco-conception d'un site web? Est-ce que justement l'éco-conception d'un site web, elle est naturellement et obligatoirement neutre en carbone? Ça les intéresse à toutes et tous. Alors, c'est une très bonne question. Pour moi, le côté neutre en carbone, ça n'existe pas. D'accord. C'est-à-dire la neutralité carbone de 2050, c'est un fantasme, c'est ça? La neutralité carbone, de dire qu'un produit ou la génération d'un service n'a pas émis de carbone, en soi, c'est faux. On peut aller faire de la compensation ou de la contribution carbone, mais de la neutralité carbone, intellectuellement parlant, c'est faux. Même nous, on respire, on rejette du carbone. Donc, le terme en lui-même, moi, je le trouve fallacieux, mais bon, voilà, c'est un aspect marketing. Après, on peut très bien, par contre, mettre en place tout un tas de pratiques qui permettent de réduire cette empreinte carbone. Là, on peut vraiment agir. Sur du service numérique et sur du numérique, on parlait, tiens, c'est mieux comme ça. Tu parlais tout à l'heure de l'empreinte du matériel. Effectivement, le matériel, l'ensemble de l'infrastructure, c'est à peu près 75% de l'empreinte carbone du numérique, et 25%, c'est à peu près l'utilisation des services. De l'électricité qui est liée au site web, aux applications, à ces choses-là. Nous, on va pouvoir travailler sur le côté éco-conception sur ces 25%-là. D'accord. Mais il faut bien voir qu'en travaillant sur l'éco-conception de ces 25%-là, on va aussi pouvoir réduire l'utilisation des matériels qui sont en face. C'est-à-dire, si on éco-conçoit un site web, on va réduire en gros le nombre de requêtes serveurs qui vont être générées, on va réduire le poids des données qui vont être transférées, on va faire pour que le schéma d'information, là où tu parlais tout à l'heure de 12 transferts d'informations pour une commande en ligne, si c'est mal fait, il va peut-être en falloir 20, si on le fait bien, il va peut-être en falloir 10. D'accord. Donc ça va nous permettre, il faut le réfléchir, il faut le concevoir. Est-ce qu'on a des chiffres concrets sur la diminution, la réduction de l'empreinte carbone, sur diminution d'actions par exemple? Nous, avec l'outil qu'on a développé sur les sites web, on se rend compte en fait que même sur les très grosses sociétés, les sites web ils sont correctement optimisés, mais pas complètement. D'accord. Je vais vous donner un exemple. On a fait le test sur la page d'accueil de La Poste, laposte.fr, 200 millions de vues par an. On a mesuré une empreinte carbone. Il va y avoir un peu plus à partir d'aujourd'hui avec l'abandon du timbre. En plus, tous ces services-là continuent à se digitaliser, donc ça continue à se développer. 200 millions de vues à peu près sur la page d'accueil. On a calculé à peu près 200 tonnes d'émissions carbone sur cette page-là, par an, uniquement sur cette page-là. En optimisant une vingtaine d'images qui sont mal optimisées, on peut la réduire de 60 tonnes carbone par an. Ah oui. 60 tonnes carbone, c'est l'équivalent de 20 fois le tour de la Terre en Clio à l'équateur. Pour des images. Uniquement des images qui ne sont pas compressées comme il faudrait. Donc,
voilà, là c'est un Qui sont surdimensionnés. En et fait, qui sont pour l'usage. surdimensionnés et qui ne sont pas correctement compressés. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a quelques outils qui permettent de voir une page par une page, mais pas forcément au global du site et en fonction de l'audience. Donc, en allant identifier ça, là, on ne va pas dire à la poste, il faut refaire votre site web. Mais qu'est-ce qui explique que dans les métiers, finalement, on n'était pas sensible à ça il y a encore quelques années? Pourquoi on ne mettait pas des images compressées au bon poids et à la bonne dimension? L'opulence, les ressources infinies. Ok. Ouais, c'est effectivement ça. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, on faisait très attention à ça quand on construisait des sites web, parce que sinon, votre image elle s'affichait un peu comme François Mitterrand en 81 avec le Minitel. C'était un peu long. Aujourd'hui, avec le fibre, avec ça avait son charme. Hein. Ça avait son charme. Mais aujourd'hui, les gens, pour commander leur sandwich, ils ont envie que ça aille vite. Oui. Donc, on a développé la taille des tuyaux. On va beaucoup plus vite. Les ordinateurs, les téléphones vont beaucoup plus vite. Et du coup, on a moins fait attention à ça. Et il y a un vrai souci, je pense, un vrai effort à faire au niveau de la formation, puisque si les gens ne le font pas, c'est aussi pour des questions de formation et de reconnaissance en interne. En interne, aujourd'hui, on ne demande pas aux développeurs forcément de faire de l'éco-conception où ils n'ont pas de métriques là-dessus. Si demain, on a des outils qui permettent de le faire, ils vont pouvoir être objectivés, entre guillemets, dessus, redonner aussi du sens un peu à ce qu'ils font. Donc ça va être une bonne chose. Et puis, dans les écoles, on le voit, on est souvent contacté par des écoles de développeurs, de web designers. Ces notions d'éco-conception, même à l'étape du web design, c'est-à-dire quand on conçoit le site, pas faire une page d'accueil qui fait 2 km de long avec 50 vidéos qui chargent, mais d'avoir un parcours utilisateur qui soit réfléchi pour pas charger trop de données, ça en fait c'est assez peu appris dans les écoles et les bonnes pratiques d'intégration sont assez peu vues aussi. Donc il y a un vrai effort de formation à faire, que ce soit sur les personnes qui sont déjà en poste et sur les nouvelles générations. Et c'est tout l'objet aussi de notre présence sur les salons pour en parler. Oui, Romuald. Oui, je voulais rajouter un point parce que la démarche d'éco-conception, que ce soit un produit, un service numérique, c'est quelque chose de normé, hein, c'est une norme ISO, et c'est une vision par l'angle de l'usage. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de dire est-ce que j'éco-conçois un site, c'est à quoi sert ce site. Si l'objectif, c'est d'aller imprimer des timbres, pour prendre un exemple d'actualité, la question à se poser, c'est quels sont les impacts de l'impression d'un timbre, pas d'aller sur le site et de cliquer là et là. Donc c'est vraiment cette notion d'usage. Un véritable service aussi. Voilà, c'est qu'il faut vraiment intégrer la dimension d'usage parce que sinon on est très techno, on dit j'ai fait un site éco-conçu et puis dessus je vends des armes et de la drogue et puis c'est super green. Donc non, c'est vraiment aussi la dimension de ce qu'on en fait. Donc c'est ça qui est intéressant dans la démarche d'éco-conception, c'est que c'est une démarche utilisateur. Au final, c'est bénéfice utilisateur parce que c'est quand même plus sympa un site où ça va très vite que quelque chose qui charge à la Mitterrand, même si ça a son charme. Et au final, je rappelle aussi que plus c'est rapide, plus c'est optimisé, mieux c'est référencé. Voilà pourquoi. Donc ça, c'est des choses qui n'étaient pas intégrées dans l'algorithme de Google il y a 10 ans. Ça l'est devenu après. Donc il y a des faisceaux qui font qu'aujourd'hui, ça devient une priorité que de le faire. Et puis, on a des conflits. On se rend compte, on a eu des ruptures. On se rend compte que tout ça, cette criticité, elle est réelle. Alors qu'il y a 10 ans, on n'en avait pas encore complètement conscience. Créer un service, oui, encore faut-il qu'il réponde naturellement à un besoin et donc à un usage. On continue avec vous, peut-être Romuald, vous voulez peut-être compléter. Allez-y. Dernier point, sur l'éco-conception des services numériques, ça permet aussi une meilleure accessibilité, et notamment pas dans les zones urbaines. On pense souvent, nous, en étant à Paris ou dans des grandes villes, celui qui est à la campagne au fin fond de la Creuse, si votre site web il est super lourd à charger, vos services publics, il ne va pas y accéder avec son téléphone, donc il va être un peu déconnecté de ça. Et on n'oublie pas qu'il y a aussi en France une fracture numérique, même si on est encore en 2023. On va venir avec vous plus tard sur un business case que vous allez nous présenter un peu plus concrètement. Avant cela, Romuald, on parlait des impacts néfastes du numérique. Si on est déjà en amont de la filière, donc si on se reporte à la production des équipements numériques en amont, c'est une extraction de minerais qui est lourde, mais qui est nécessaire pour construire ces équipements. Vous dites que la valise écologique des équipements numériques, Romuald, est plombée dès l'extraction minière. Alors, comment peut-on mener une réflexion globale sur le sujet quand on est une entreprise responsable, quand on est dans l'événementiel et qu'on veut avoir une démarche éco-responsable? Comment on mène une réflexion sur le sujet quand on sait tout cela? Alors, c'est vrai que quand je dis que la valise est plombée dès l'extraction, c'est qu'en fait, quand on fait des analyses de cycle de vie, on voit bien que la phase la plus impactante, c'est la fabrication. Donc on voit bien l'usine, la conception, etc. Mais avant ça, il y a l'extraction des matières. Et c'est là où vraiment le mal est fait d'entrée dans toute la chaîne numérique. Il y a un indice qui s'appelle MIPS et qui mesure en fait le poids, l'impact ressources dont on a besoin pour fabriquer un produit manufacturé.
Donc par exemple, cet indice pour une voiture, c'est 64. Ça veut dire que pour faire 1 kilo de voiture, je vais avoir besoin de 64 kilos de ressources, de terre. Pourquoi? Parce que l'extraction minière, c'est que je fais des trous, je vais chercher de la terre, et puis j'en ressors des minerais, puis ces minerais, je les tamise, je leur mets un peu de chimie, et tac, 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 plusieurs étapes, et à la fin, j'ai une ressource, une matière utile qu'on retrouve dans la table de Mendeleïev. Donc il y a les métaux critiques, les cuivres, etc. Mais il y a aussi les fameuses terres rares. Donc voilà. Mais tout ça, on va le chercher dans de la terre. Donc le kilo de voiture, on le voit bien et on imagine 64 fois. Alors Romuald, je me permets, hein, cet Ouais. indice-là, il est applicable à une voiture, mais est-ce qu'il est applicable à des produits manufacturés que l'on peut utiliser dans l'événementiel? Alors, bien sûr. Alors, il y a une base, il y a un livrable à l'ADEME qui référence tous les calculs qui ont été faits, qui donne énormément de MIPS, que ce soit pour les textiles, que ce soit pour les véhicules et pour les services numériques, pour les équipements, les ordinateurs. L'indice, c'est 800, passe de 64 à 800. Oui. C'est-à-dire que pour faire 1 kilo d'ordinateur, il me faut 800 kilos de matière, de ressources, de terre. Mais pour un microprocesseur qui est tout petit, donc on parle beaucoup d'objets connectés, c'est 16 000. D'accord. C'est-à-dire que pour faire 1 gramme de microprocesseur, il faut 16 kilos de terre. Donc en fait, il y a une sorte de paradoxe qui est impalpable encore, c'est que plus c'est petit, et plus en fait ça nécessite de ressources. Et toute cette partie-là, on ne la voit pas. Bah oui, malheureusement, plus c'est un gros impact. Donc c'est pour ça que, comme le mal est fait d'entrée au niveau de l'extraction et de la fabrication des équipements, bah, une fois qu'ils sont fabriqués, le mal est fait, autant les garder le plus longtemps possible. Si j'allonge la durée d'usage de mon équipement pendant 2 fois plus de temps, au lieu de garder mon téléphone 18 mois, je le garde 3 ans, bah, j'ai réduit de 2 mon impact. Donc c'est ça. Alors, et la démarche que peut avoir l'entreprise d'un point de vue un peu plus global, c'est ce dont on vient de parler, c'est l'éco-conception. Oui. L'éco-conception de ses propres services qui intègrent une dimension numérique et plein d'autres choses. Mais le fait d'avoir cette démarche d'éco-conception, c'est un angle utilisateur, une unité fonctionnelle, vendre une voiture, imprimer un timbre, etc. Ensuite, je vais voir, j'ai besoin de quoi pour faire ça? Je prends tous les matériels et chaque matériel, je fais une ACV, une analyse de cycle de vie, et je vais voir où sont mes impacts. Et à la fin, j'additionne tout et je sais quel est mon impact. Alors, et avec cette valise écologique, bah, je peux faire des choix de services, de développement de services, un service plus qu'un autre ou un produit plus qu'un autre, etc. Et là, j'ai une vraie démarche globale et qui me sert aussi de feuille de route. Romuald, tout à l'heure, Mathieu nous parlait justement de manque de formation sur ces sujets-là. Est-ce que dans l'événementiel, vous constatez tous les deux qu'il y a un manque de formation, un manque peut-être d'intérêt? Est-ce qu'il faut peut-être monter en compétences? Est-ce qu'il faut créer un poste pour tous ces sujets-là? Comment ça se passe quand on est une petite société qui nous écoute, qui a envie d'agir, mais qui n'a pas forcément les connaissances, les compétences? En particulier. Ouais, non, mais là, on est sur un salon, effectivement, B2B événementiel. C'est général, c'est-à-dire que c'est général, on ne sait pas comment ça marche, le numérique, c'est magique. C'est ça le discours. Moi, je vois, j'ai 4 filles, elles ont un usage du numérique et pourtant, je suis pénible, hein. Mais c'est juste n'importe quoi. Je veux dire, voilà. Et pourquoi? Parce qu'elles ne comprennent pas comment ça fonctionne. Donc, combien de fois dans les entreprises, l'imprimante, elle ne marche pas? Enfin, ok, elle est débranchée. Vous voyez, il y a vraiment le côté magique et ça, il faut, je pense, dès le plus jeune âge, intégrer dans les cursus pédagogiques comment fonctionne le numérique déjà, et après, quels sont les impacts de ces Donc c'est plutôt équipements. Finalement la conjoncture là, actuelle qui nous contraint. Et parce qu'il n'y a plus de semi-conducteurs, là, c'est très concret. Hein. On s'en rend compte et ça forcément nous concerne au quotidien. On continue avec vous deux. Mathieu, alors on le disait tout à l'heure, vous êtes capable d'agir sur les 25% de plus ou moins de consommation qui sont propres à l'exploitation, développement d'un site web. Et alors, je suis baladé sur votre site et vous promettez donc sur ces 25% de réduire l'empreinte carbone d'un site web de 10 à 70%. Donc ça permet d'améliorer les performances, réduire les coûts d'hébergement. Est-ce que vous pouvez nous donner un business case? Comment faites-vous justement? Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un petit peu plus? Vous nous avez expliqué qu'effectivement, tu es capable de réduire aussi bien sûr les chemins d'accès, les chemins de décision entre l'utilisateur final et les serveurs. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de business case par exemple? Oui, complètement. Je vais vous donner un exemple qu'on a travaillé récemment sur un festival. Oui. Du coup, ça va pouvoir vous parler. Oui. Un festival musical, nous on est basé au Havre en Normandie. Ce festival, il a un site web.
sur lequel il y a des vidéos, il envoie des newsletters, il a des communications réseaux sociaux. Et tout ça, ça a un impact numérique. C'était pas forcément. J'ai reçu plusieurs fois les newsletters, parce que j'allais souvent sur Festival, et je vois les images qui pèsent une tonne dans cette newsletter. Aucun intérêt, le mail il pesait plus de 15 mégas avec les images qui étaient à l'intérieur. Ah oui, oui. Mais on le voit souvent, on le voit encore souvent. Donc là, je vais voir le site et je vois que c'est la même chose. Donc on les contacte et puis on fait une analyse du site web. On a réduit le poids de l'ensemble des pages de 90%. Ah, c'est énorme, ah oui. 90%. Simplement, il y avait 2 sujets principaux. C'était la gestion des images, donc la résolution même des images et le type de fichier qui était utilisé, et les fichiers de typographie qui n'étaient pas au bon format. Donc on a réduit ça de 90%. Le poids du site web, ça a représenté une réduction d'empreinte carbone de 70%. Est-ce que ça a eu un impact sur la façon de communiquer? Est-ce que ça a eu un impact sur le recrutement? Est-ce qu'on a un retour global? Ça n'a pas encore eu un impact. Par contre, ils nous ont dit, ouais, mais nous, ça, en fait, on ne le sait pas. On ne sait pas comment optimiser une image. On ne sait pas qu'il y a des questions de poids et on ne sait pas que ça pollue davantage. Donc nous, on est en train de développer une formation e-learning justement pour accompagner les personnes qui sont déjà dans les entreprises, dans les organisations, pour leur dire déjà sur ce travail des images, c'est souvent là où il y a un gros sujet parce que c'est de la mise à jour. Vous n'êtes pas responsable de comment a été développé le site web, vous n'êtes pas développeur. Mais c'est un véritable sujet pour la communication événementielle parce qu'on vend au travers d'une newsletter une vitrine, un état d'esprit. Exactement. Un festival. Et on se dit souvent, notamment dans des domaines événementiels ou du luxe, il faut que l'image elle soit en super qualité. Sauf que votre écran, s'il fait votre téléphone, il va faire 800 pixels de large à afficher, vous allez mettre une photo qui fait 8000 pixels de large. Ça sert à rien. De toute façon, l'écran, il va pas l'afficher. Comme c'est pas palpable, comment on arrive à convaincre son client, lui dire bon, alors écoutez, ça peut être sur des temps de chargement. On nous a dit tiens, c'est bizarre, le site il est plus rapide à charger quand même. D'accord. Ah oui. Donc ça se voit, ça se mesure en fait, sur l'usage. Son référencement a dû être d'entrée amélioré. Et sur le référencement naturel, ça joue aussi. Sur un festival local, c'est pas trop important. Sur des festivals autres, là, ça peut être important parce que vous êtes en concurrence avec d'autres festivals. Moi, quand l'été, je vais regarder, tiens, je vais faire quoi comme festival cette année? Je vais aller regarder sur Google, si vous apparaissez en 8e page, je vais peut-être pas vous mettre dans le spectre et je vais peut-être pas venir voir la programmation. Si vous êtes sur la première page que votre site il est optimisé, c'est potentiellement plus de business. Et puis il y a un autre élément qui est là plus marketing, c'est qu'il y a eu des études qui sont sorties qui disent, qui tendent à prouver qu'une entreprise, une organisation qui communique sur des engagements numériques responsables a 80% de chances d'avoir une fidélisation renforcée de ses clients. Il y a une véritable sensibilité. Il y a une vraie sensibilité aujourd'hui, notamment dans les générations plus jeunes, un peu CSP+ aussi. Et toutes les instituts de sondage, toutes les vagues de sondage le confirment, cet intérêt forcément pour l'éco-responsabilité. Mathieu, restez avec moi. Le secteur de l'événementiel a montré sa capacité à innover, on l'a vu pendant le Covid, avec le développement de nouveaux formats, des formats digitaux, avec des live streams. Ces live streams qui sont aussi suivis, on salue celles et ceux qui nous suivent en direct depuis le stade Pierre de Coubertin. Et ces flux vidéo, ils génèrent aussi bien sûr des gaz à effet de serre. Au niveau mondial, les gaz à effet de serre liés au stream représentent l'intégralité des gaz à effet de serre rejetés par l'Espagne. C'est énorme. Vous qui êtes expert du web, comment peut-on réduire à destination de ceux qui nous écoutent, qui développent aussi ces formats hybrides, comment peut-on réduire son impact sur le web quand on produit un streaming comme le nôtre aujourd'hui ? Alors, je ne suis pas expert des flux vidéo, mais il y a quand même des bonnes pratiques. Je vais scinder en 2 parties. Ce qui est du live. Sur du live, là, vous pouvez pas, vous êtes en autoplay de toute façon, ça se joue directement. Là où on peut jouer, c'est sur la résolution. Si je regarde le live sur mon téléphone ou sur un écran 4K, je ne devrais pas avoir la même résolution qui est servie. Si vous m'envoyez un flux vidéo qui est en 4K sur mon téléphone, je vais charger 10 fois trop de ressources, ça ne sert strictement à rien. Et là, on pollue 10 fois plus. Et en plus, ça risque de laguer, d'avoir des moments de pause. Donc, c'est pas bon pour l'utilisateur final. Si on fait pas un spectacle, en gros, la 4K, on peut s'en passer, quoi. La définition n'est pas nécessaire. On peut s'en passer. Et vous voyez, par exemple, c'est Netflix qui a réduit ses flux vidéo. Ils ont quasiment divisé par 10 le flux vidéo en se rendant compte que ils regardent l'utilisateur, le device, le terminal que vous utilisez, comme le fait YouTube, pour vous servir une version différente de la vidéo. C'est-à-dire, si vous regardez une vidéo sur YouTube avec votre téléphone ou avec votre ordinateur, en fait, c'est pas la même vidéo que vous allez voir. C'est pas le même format de vidéo. Pour justement réduire le flux et réduire la pollution. Pour ceux qui ont de l'intérêt mais qui ne maîtrisent pas ces sujets-là, quand on vient vous voir, quand on est client, comment on peut justement vous interpeller là-dessus
Parce que c'est ça aussi, c'est être capable de dire à celles et ceux qui nous suivent, vous n'y connaissez rien peut-être, mais on est capable, nous, d'agir avec vous. Est-ce que vous avez, par exemple, des clients qui viennent vous voir en direct et vous disent, bon, bah, écoutez, moi je trouve que j'aimais beaucoup trop, comment on peut réduire? Est-ce que c'est des questions qui vous sont posées? Oui, on a aujourd'hui des clients qui viennent nous voir, qui se posent la question de l'empreinte environnementale de leur numérique. Alors c'est une démarche qui est assez récente quand même. On a beaucoup d'entreprises, même des grands groupes qui viennent nous voir, qui veulent une démarche sur le numérique responsable global de l'entreprise. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas encore forcément tous les outils, pas de méthodologie, pas de trame pour pouvoir le faire. Et c'est très long. Sur le numérique responsable, on a des gens qui viennent nous voir aussi là-dessus. Parce qu'ils se rendent compte que ça pollue, parce qu'ils font de la vidéo tous les jours, ils font de la visio et ils veulent quand même agir. Ils savent qu'ils ne vont pas le réduire à zéro, mais ils vont agir. Je prends un exemple, là, on a eu un cabinet d'avocats d'affaires qui a un site, on a fait l'analyse, on a vu que 80% de l'empreinte carbone du site, c'était la vidéo qui était en page d'accueil. Une vidéo qui n'apportait pas d'informations supplémentaires à part être jolie. Donc là, on leur a dit, le mieux, ça serait de la supprimer, remplacer par des images. On dit, ouais, c'est compliqué. On a retravaillé la compression de l'image, de la vidéo. On a retravaillé un peu le montage pour réduire la durée de cette vidéo. Et on a quand même réduit l'empreinte carbone du site web de 50%. Romuald, pour compléter. Oui, parce qu'il y a une bonne pratique quand on est annonceur ou qu'on utilise. C'était l'objet de ma prochaine question, les bonnes pratiques. Mais non, mais sur la vidéo en particulier, il y a beaucoup de vidéos qui se lancent automatiquement. Déjà le fait de ne pas faire un lancement automatique, c'est pas mal parce que ça évite d'envoyer une vidéo que personne ne regarde. Et ça, chacun peut le faire sur ses pages Facebook. On peut aller paramétrer et dire pas de lancement automatique. Donc faut comprendre que dans le tuyau des câbles, 80% du flux c'est de la vidéo. Bon, et 40% de ce flux c'est le porno. Donc il faut quand même voir de quoi on parle, parce que la vidéo c'est les films, c'est les films corporate, les films divers, mais c'est aussi les caméras de surveillance, c'est beaucoup de flux. Donc, et tout ça, ça pèse quand même 80% du tuyau. Donc si ça fait partie des essentielles bonnes pratiques en matière de numérique responsable global, c'est de réduire ces usages de vidéo dans la mesure du possible. Alors justement, est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques? On a fait un petit peu le tour de toutes celles-ci. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on n'aurait pas évoquées et que vous souhaiteriez peut-être traiter? Alors, la principale bonne pratique, c'est les images et les vidéos. On l'a vu, mais en fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a le moment de l'acquisition d'équipement, il y a le moment de l'utilisation et il y a le moment de la fin d'usage et de la fin de vie. À l'acquisition, la bonne pratique, c'est des fois en matière d'achat, c'est de ne pas acheter. Alors on va y revenir après justement. Je vais vous poser une question justement après pour celle-ci. Dans l'esprit des bonnes pratiques, c'est vraiment allonger la durée de vie de ces équipements. Et puis quand on est vraiment arrivé en fin de vie et puis en fin d'usage, parce qu'on a beau tout faire pour allonger cette durée, on va tous mourir, nos équipements aussi. Oui. Donc quand arrive cette fin de vie, il faut l'emmener dans les filières conformes. Pourquoi ? Parce que les matières de ces déchets vont être recyclées et ça va éviter justement d'aller extraire de nouvelles matières. Comme je vous disais au départ, comme la valise écologique elle est plombée d'entrée dès l'extraction, plus on évite l'extraction, plus on a un impact. J'ai une belle étude, d'après une étude Harris Interactive pour le compte de la DME, 36% des Français interrogés réparent un produit quand il tombe en panne, alors que 54% le remplacent. Oui, ça permet un petit peu il y a une actualité assez forte depuis le 15 décembre, il y a la mise en place des fonds réparation, donc qui va être une incentive qui va permettre, par le financement des éco-organismes dont je fais partie, on va financer une partie de la réparation. Donc l'idée c'est vraiment de favoriser cet acte qui est vraiment une bonne pratique. Je répare, donc j'allonge la durée de vie et j'évite de remplacer. Alors l'objet de la durée de vie des équipements, on va en parler avec vous. Les équipements numériques représentent 47% de la pollution dans l'industrie numérique. Les infrastructures pour le réseau atteignent 28%. Vous l'avez dit. Une fois que vous avez dit 47 et 28, c'est les mêmes. Tout ça, c'est de l'équipement, c'est des matières, c'est des produits manufacturés. Et tout ça pour vous dire qu'effectivement, sur ce que vous nous disiez pour l'allongement de la durée de vie des produits, et ne pas confondre la fin d'usage et la fin de vie, ça c'est important. Une entreprise, à l'ère de cet avènement du reconditionné, est-ce que justement une entreprise peut-elle imaginer s'équiper de produits reconditionnés et est-ce que cet équipement-là va-t-il impacter les performances économiques? Est-ce que
que déjà vous voyez des entreprises le faire? Parce que là, on est sur une réduction des coûts et aussi d'empreinte carbone. Alors elle peut et elle doit. Oui. Elle doit à plusieurs niveaux. Depuis la loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire, cette loi impose à l'acheteur public que 20% de ses achats soient des produits soit reconditionnés, soit fabriqués avec des matières issues de recyclage. Donc déjà, il y a un acteur public, un gros acheteur au niveau national qui a cette obligation. Alors ce qui est intéressant, c'est que de par cette obligation est né un vrai marché. Depuis un an, ça bouge énormément le reconditionné. Il y a des référentiels qui sont en train de se mettre en place. Il y a une offre qui est beaucoup plus adaptée. Donc voilà, l'entreprise, elle doit, d'une part, certains sont même obligés de le faire. Ensuite, elle doit, parce que c'est bien beau de dire, moi je veux faire du réemploi, quand j'ai plus l'usage, je vais donner ou je vais vendre. Mais si personne n'achète en face, si personne n'utilise, est-ce que je fais vraiment un beau geste ? S'il n'y a pas de marché local du reconditionné, ça veut dire que ça va partir à l'extérieur. Bien sûr. Donc, et quand ça part à l'extérieur, ok, si ça se passe bien, ça va quand même la durée d'usage va être augmentée, mais quid des conditions de fin de vie en dehors de nos frontières? On ne sait pas comment ça se passe. Donc voilà, c'est important vraiment de développer un marché de l'occasion. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui accompagnent, oui, alors il y a des garanties. La loi nous y oblige, mais en revanche, est-ce que les entreprises sont impactées au niveau de la performance? Est-ce que justement en utilisant des produits de seconde main, des produits reconditionnés, est-ce qu'on est impacté ou non quand on est une entreprise? C'est une question qui se pose. Non, mais c'est une vraie question. Quand on est DSI et qu'on prend le risque d'acheter du reconditionné et qu'on a un service qui plante, c'est difficile de justifier à son DG qu'on a préféré prendre du reconditionné que du neuf. Donc oui, non, mais c'est des vraies choses, mais c'est des changements de comportement qu'on doit accompagner. Donc le fait que l'acheteur public ait cette obligation, ça crée un marché. Donc les acteurs, ils s'organisent. Donc déjà, il y a des référentiels. Ces référentiels permettent de garantir une qualité du reconditionnement. Et derrière ça, on a de la garantie. Donc plus le temps passe et plus on va arriver, j'espère, la bonne perspective, c'est que demain, on n'achète plus du neuf ou du reconditionné. On achète un besoin, on achète une solution. Et on ne regardera pas si c'est neuf ou c'est reconditionné, en fait. Et la bonne nouvelle, mon cher Romuald, c'est qu'on va parler de réemploi à l'occasion de la prochaine table ronde. Le temps passe, vous le disiez justement, Mathieu. Je me permets de me tourner maintenant vers la salle, vers le public, à assister assidûment à notre table ronde et à nos échanges. Avez-vous des questions peut-être à poser à nos deux intervenants qui ont lancé cette première journée du salon Objectif Green? Pas de questions dans la salle. On salue les viewers qui sont avec nous. Et Mathieu, vous aviez peut-être envie de compléter. J'ai un dernier point. On parlait de réemploi de matériel. Oui, c'est possible dans les entreprises. Nous, dans notre entreprise, c'est que du matériel reconditionné. On a fait ce choix-là. Il y a une vraie politique à mettre en place au niveau des achats, c'est-à-dire de se dire de quel matériel on a besoin aujourd'hui et pour demain, et comment même ce matériel, si on ne l'utilise plus sur le poste par exemple du développeur web ou du web designer, comment on peut le réutiliser en interne après? En fait, la puissance de calcul de la bécane, elle est peut-être plus suffisante pour ce poste-là, mais il peut être réutilisé ailleurs. Et donc de se dire dès la politique d'achat, on va avoir besoin de tel type de matériel sur 3 ans, et ensuite voilà où est-ce qu'on peut le réallouer, et d'avoir des matériels qui sont réparables entre eux. Ça, c'est aussi une bonne pratique pour réduire cette empreinte carbone du matériel. Des échanges de bonnes pratiques, on va en avoir tout au long de ces 2 jours. Romuald, vous vouliez peut-être conclure? Oui, juste parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure par rapport à une méthodologie, comme on peut faire au niveau de l'entreprise. Je vous parlais tout à l'heure de notre baromètre. Notre baromètre, en fait, concrètement, c'est un questionnaire. Ce questionnaire, il passe en revue 8 thématiques. Donc, c'est l'achat, la fin d'usage, l'impression, la gouvernance, l'infrastructure. Et finalement, c'est assez structuré pour servir de méthodologie des bonnes pratiques de numérique responsable au sein des entreprises. Donc c'est libre de droit, vous pouvez le retrouver sur le site de l'Alliance Green IT. Et au niveau national, pour donner un chiffre sur le sujet, il y a 85% des entreprises qui disent on favorise le réemploi en fin d'usage, mais il n'y a que 15% des entreprises qui disent moi j'achète de l'occasion. Donc on a des grands leviers encore à développer, et ça c'est plutôt optimiste pour l'avenir. C'est une bonne nouvelle. Il y a un grand levier. Merci à tous les deux. On a parlé d'impact du numérique avec vous, Romuald Ribaud pour l'Alliance Green IT, avec vous, Mathieu Cottard pour Green Oco. Merci infiniment d'être ici parmi nous. Merci de faire vivre ce salon durant ces 2 jours, puisqu'on vous y retrouve du côté du stade de Pierre de Coubertin. Merci
Merci à vous. Tous les deux. Quant à nous, vous qui nous suivez, vous qui êtes ici avec nous du côté de la salle, mais également vous en streaming, nous allons nous retrouver à 11h25 pour parler de réemploi dans l'événementiel, réemploi, enjeux, freins et perspectives. Ils seront 3 à nous rejoindre, Vincent Rimbaud pour Muto Event, Mathilde Nigoul pour la recyclerie sportive et Bastien Veltier pour l'usage. C'est la toute première matinée, on est ensemble pour ces 2 jours, 11 tables rondes, 4 sessions de pitch où on va vous présenter des prestataires divers et variés. Plus de 40 métiers différents de l'événementiel sont réunis ici pour la première édition d'Objectif Green, l'événement. Et vous qui nous suivez aussi sur le média en ligne, www.objectifgreen-fr, eh bien, vous nous suivez grâce aux articles, grâce aux 1161 prestataires référencés et grâce aux 223 articles en ligne qui aiguisent votre connaissance et votre expertise sur les sujets que nous développons sur l'événementiel. Éco-responsable, prochain rendez-vous, 11h25. On y parle de réemploi. À tout de suite.